Quisiera reunir las dos presentaciones de Veracruz y Vitoria. Y para una integración sobre un esquema triangular, fuerte, isla, playa. La fundación de un puerto en América en el siglo XVI corresponde a una base de colonización. No es como en África, en un intercambio con poderes soberanos. Hay que entrar, conquistar, instalar en guerras y salir a atacar. Y de este lado, ponerse en el continente es interesante. Pero un puerto también es un lugar de intercambio entre el mar y la tierra. Y se necesita seguridad. La seguridad puede venir de la altura. Poner un castillo, una torre, una fortificación en altura. Pero el comercio prefiere la playa, la zona baja. Y lo que vemos en muchos sitios de ciudades portuarias americanas es como una estructura doble, una ciudad alta y baja. Una ciudad alta que viene de la búsqueda de seguridad con la fortificación y bajando en la playa para poner las instalaciones de los almacenes, de los mercaderes. Y hemos visto también la utilización de las islas con otra posibilidad de doble estructuración, con un doble puerto, un puerto protegido en la isla y otro puerto en el continente. Y no sé cómo se puede producir cuántos tipos de modelo de estructuración portuaria urbana relacionando estos tres estructuras fundamentales, en mi opinión, ¿no? Es decir, la fortificación, la isla y la playa. Bem, no caso de Vitória, esses três elementos eles estão presentes, né? De fato, há uma escolhido porque a ilha é uma ilha dentro de uma baía, né? E o que tem em torno é o canal que se transforma em porto. E ali também se dá a produção, que é imediata, né? As terras são férteis e há uma produção muito boa de algodão, há uma produção muito boa de farinha, de mandioca, há uma produção muito boa de cana, né? E também de tabaco. Então, há também esse elemento, quer dizer, forte ilha, praia e terra agrícola, agricultura presente, né? Então, a fortificação é uma ilha, embora não seja uma ilha, é uma ilha dentro do continente, praticamente, então essa condição aí é menos influente. E a questão da praia, as condições estavam todas presentes ali, e isso facilitou, porque era um porto pronto, né? O canal, naturalmente, ele tinha em torno de 250 metros
onde funcionava a parte portuária, e hoje é assim também, com cerca de 12 metros a 14 metros de calado. E em alguns pontos, na entrada do canal, foi feito um forte e era atravessada uma corrente para que os inimigos, os navios inimigos não pudessem chegar até onde havia o porto e os trapiches e a administração central da cidade. Então, e é interessante porque Vitória, exatamente, quer dizer, é impossível dizer se a cidade demandou o porto ou o porto demandou a cidade. A minha visão é que não há possibilidade, quer dizer, as duas coisas surgem ao mesmo tempo e permanecem assim até hoje, né? E ainda, como lá houve uma presença muito forte dos jesuítas, fizeram um trabalho de criar várias aldeias com índios que tinham a função de guerrear, não só de produzir a mão de obra, produzir o açúcar, produzir todas as mercadorias, mas também de guerrear. Então, eles são duas fortificações, aproximadamente 100 quilômetros de Vitória, e o que fez com que o Espírito Santo, essa região, fosse bastante dominada, não, controlada militarmente, não só pelos fortes, mas também nós temos instalações jesuíticas com funções militares, e próximo também do mar. A função era proteger dos ataques do interior de outras nações indígenas e também evitar nas praias mais afastadas da cidade que os inimigos pudessem aportar ali e dirigir ataques por dentro da terra até chegar na região do porto. Je vais faire un petit point sur cette histoire. Je crois que il y a une première chose que je n'ai pas réussi à développer ici, mais l'implantation, je crois qu'il y a une question géographique, on est vraiment sur une zone de Veracruz, plusieurs centaines de kilomètres où les implantations ne sont pas faciles. Et puis finalement, Veracruz est choisi, ou plus exactement va s'imposer, parce que c'est aussi le lieu le plus proche de Mexico. Et je crois que là, il y a un enjeu qui est bien autre que seulement un portuaire, qui est toute l'organisation de l'économie de la vice-royauté. C'est-à-dire qu'on est aussi loin de Mexico, puisqu'il va y avoir deux chemins qui vont être montés très rapidement de Veracruz, Mexico, pour alimenter la capitale, bien évidemment. Et puis aussi Veracruz vers les zones minières du nord, vers Zacatecas, par exemple, qui vont là aussi drainer toutes les richesses. Et puis n'oublions pas l'autre axe qui va se développer plutôt à la fin du XVIe siècle et qui fera la grandeur de la grande Veracruz, la nouvelle Veracruz, c'est le galion de Manille. Le galion de Manille passe par Veracruz finalement, puisque tout est débarqué à Acapulco, transféré à dos de mule jusqu'à Veracruz pour être embarqué. Donc là, il y a quelque chose qui est finalement le choix d'un point qui est le plus central, on va dire. Et même s'il n'est pas forcément très pratique, c'est le plus central. Quant à l'idée de l'opposition de la côte et des îles, c'est vrai que c'est une préoccupation, alors ça c'est particulièrement intéressant, parce que c'est une préoccupation qu'on le retrouve dès les premiers voyages. C'est-à-dire dans le voyage de Juan de Grijalva, il y a déjà cette idée de choisir un site qui est protégé par une île. Ça, c'est lié aux forces des courants et des vents. On cherche quelque chose d'abrité. Et puis, il y a une autre chose qui est propre à l'époque, c'est le risque de piraterie. Je crois qu'il y a un très grand, dans toute la documentation, les tensions entre l'Espagne, l'Angleterre et la France sont très fortes tout au long du XVIe siècle. Il y a une peur manifeste de los luteranos, los piratas y costarios, dans tout le golfe du Mexique. Et donc, bien évidemment, il y a un objectif majeur qui est de protéger. Il est difficile de protéger la côte, et d'ailleurs on le voit bien même à Carthagène. Et donc, avoir un avant-poste, en quelque sorte, sur des îles qui puissent empêcher l'arrivée de corsaires ou de pirates est favorisé. Bon, ça ne servira à rien, puisque
en 1568, toute l'armada de John Hawkins et de Francis Drake vont se mettre sur l'île de San Juan de Ulloa et vont prendre l'île. Donc, mais il y a cette idée, je pense, aussi en même temps. Ce qui est intéressant, c'est parce que récemment, je faisais un travail sur la naissance des villes atlantiques africaines. Et j'avais comme élément de lecture un point qui me paraissait important. Dans la ville américaine, on se protège de la mer. Le danger vient de la mer. Dans la ville africaine, on se protège de l'intérieur. Tout simplement, c'est parce que dans la ville américaine, on est dans une posture de conquête, il n'y a pas de souveraineté. On nie la souveraineté. On va tuer militairement la souveraineté et on s'installe pour coloniser, exploiter. Dans la ville africaine, il y a une souveraineté en face et on est dans la position inférieure de négociation. Ceci a une importance assez considérable sur les choix des sites et puis ensuite le développement ultérieur des villes. Mais le point commun qu'il y a entre les deux, c'est dans la première époque, hein, après ça ne dure pas forcément, mais dans la première époque, les îles, l'importance des îles, mais qui n'ont pas le même sens. Non, mais si on voulait l'île en Afrique protège de l'attaque des Africains. L'île ici, est-ce qu'elle protège vraiment de l'attaque des Indiens? Possible dans un premier temps. Elle permet surtout de protéger de l'attaque des adversaires qui viennent de la mer. Alors, ce qui est intéressant toujours sur ces histoires d'îles, en tout cas sur le site de Veracruz, c'est qu'on se rend compte que dans le Mexique contemporain, le seul grand port véritablement qui existe demeure Veracruz. C'est-à-dire qu'il y a bien une difficulté d'aménagement de la côte qui s'est perpétuée malgré les développements technologiques. Bon, plus nord, il y a le port de Tampico, qui existait déjà depuis l'époque coloniale, mais qui a été très très peu utilisé. Et je pense que la façon dont le littoral est exposé, parce que c'est de ça dont il s'agit, non seulement par les vents, les ouragans, bon, ça existe dans toute la zone de toute façon, donc c'est pleinement ça, plus tous les courants contraires qui sont très difficiles, même à l'époque de navires à diesel, hein, de toute façon, font que ce site a finalement, malgré ses inconvénients, et encore à l'époque actuelle, parce que les conditions sanitaires de Veracruz est toujours assez difficile, a réussi à perdurer finalement. Eu queria retomar essa questão também, Gui, relacionando, né, a ocupação do território com atividades econômicas e portuárias com a difusão dos mapas. Né, naquele mapa que eu mostrei, a ilha, né, de 1585, na minha opinião, ele tem a função exatamente de demonstrar para as pessoas que eventualmente quiserem ir para o Brasil e que, quer dizer, tem toda a aventura de atravessar o oceano, já é por si um grande risco, e depois investir lá os seus cabedais, já conhecer as condições que teriam de eventualmente se defenderem ou conhecer a segurança do porto na região onde iriam se instalar. Então, no caso do mapa que eu apresentei, 1585, eu acredito que ele teve um impacto muito forte na atração desse grupo de comerciantes que vão para lá para produzir açúcar, para de lá fazer as trocas a partir do açúcar produzido naquela região. Je voudrais poser une question sur le port de Veracruz. Ma question serait sur les infrastructures portuaires pendant l'époque coloniale. Est-ce que c'est une avance, enfin, comment dirais-je, est-ce que les plans, etc., sont faits en métropole ou ils sont faits sur place? Est-ce que c'est un savoir local? Est-ce que c'est un savoir métropolitain? Alors, sur les premiers travaux, on ne sait pas grand-chose. Comme ça, je réponds vite à la question. Non, ce sont aussi des gens qui sont établis dans les colonies, hein, qui construisent. Il faut savoir que bon nombre d'ingénieurs sont passés assez rapidement quand même, au moins au Mexique, de toute façon, dans des années 1520-1530. Et donc, il y a des gens qui sont capables de construire. On construit à chaud et à sable, hein, essentiellement. On fait un petit peu de, comment dirais-je, de structures maçonnées,
Mais on préfère le hachot à sable, et ça on le retrouve systématiquement. Et quand on n'a pas le temps, on fait de la maçonnerie. Donc, étant donné les mouvements de marée, les mouvements des courants, je vous laisse l'état dans lequel se trouvent systématiquement ces infrastructures. Et d'ailleurs, on a des premiers bilans, enfin des premières annotations dans les années 1530, donc sur les premières infrastructures. Je crois que c'est le vice-roi qui dit le port est mouille ruinal. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a presque aucune structure, elles sont très très fragiles. Alors par la suite, en revanche, on a des ingénieurs qui viennent de métropole. Essentiellement, et on le voit au moment du déménagement d'ailleurs de Veracruz, on fait venir des ingénieurs italiens, qui sont les grands bâtisseurs, les grands ingénieurs, notamment pour les structures militaires. Car ce qui va dominer essentiellement sur le port de Veracruz, c'est pour ça que je montrais l'image, on voit assez mal le quai où on accoste. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la muraille, où vont s'accrocher les navires. Et qui, selon les différents documents, enfin les différentes relevés qu'on peut avoir, est une muraille qui s'amplifie de plus en plus. J'ai regardé les mesures de correspondance en correspondance, on l'a fait de plus en plus imposante. Il y avait une tour, on en fait 2. Enfin bon. Et donc ça, c'est du savoir italien. Et on a les plans, là, pour le coup, puisque ça a été une commission royale, donc on est assez bien renseigné. J'irai poser deux questions à Luis Claudio. La première sur les domaines castillans au Brésil, hypothèse que je pensais très douteuse, et quelques éléments sur les relations entre les ports de Portugal e l'Espírito Santo. Luís, eu concordo contigo. Penso que a hipótese de os castelhanos terem domínios e cobrarem direitos no Espírito Santo é duvidosa. Eu acho que isso deve ter a ver com as questões de designação da toponímia, que é muito complexa e há muita toponímia idêntica por todas as Américas. Santo Espírito e Corpus Christi aparecem um pouco por todo lado. Eu acho que é praticamente impossível, naquele período, a coroa de Castela ter a possibilidade de cobrar direitos no Espírito Santo. Seria uma boa hipótese a trabalhar, como é evidente. Depois, uma coisa que um dia podemos trocar, por acaso há um artigo que há anos que tento escrever sobre a relação individualizada dos portos com algumas capitanias do Brasil, e notei que, ao longo da minha investigação, que há muita coisa sobre os portos e sobre o Porto, em concreto, Porto Viana e outros lugares, com o Espírito Santo. Desde logo na construção naval, que é excelente, porque se nomeia um mestre da Ribeira do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, juntam-se as duas, e é um mestre de carpintaria do Porto, que é nomeado chefe da Ribeira do Espírito Santo. Não é? E depois a propriedade de vários engenhos de açúcar no Espírito Santo. Por exemplo, o engenho em 1584 de Miguel Álvares do Porto, João Gonçalves Matarazzo de Guimarães, Diogo Rodrigues de Elvas de Lisboa, João de La Fonte, que eu creio que é um Flamengo, e Diego Fernandes Castelhano. O Miguel Álvares do Porto tinha um grande engenho em Rosas ou Roças Velhas. Roças Velhas. Pronto, em Espírito Santo. Há várias notícias destas, e eu creio que isso vai ter relação com a falência do sistema de capitanias e mais a intervenção depois dos mercadores individuais. Obrigado. Bem, Amandio, eu entendo que você concorda com a maioria das minhas afirmações, não é? Eu agradeço, porque exatamente essa busca de fontes nos interessa, porque nós estamos constituindo todo um acervo das fontes coloniais, já que lá no Espírito Santo a documentação da Câmara, documentação da alfândega e toda a escrita se perdeu, não é? Quanto a esse documento, quer dizer, em princípio ele me chamou a atenção, eu encontrei em Simancas,
né, ele diz expressamente na costa do Brasil. É a primeira vez assim que eu estou, na verdade, utilizando. Eu quero aprofundar e exatamente a minha intenção é colocar para o debate, a análise, porque eu não conheço nenhum local que se chamava São Francisco e Espírito Santo na costa do Brasil. Há, talvez, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que foi criado a posteriori, ou talvez alguma coisa relacionada ao Rio São Francisco, algum local. O que eu entendo é que é possível que, no rasgo de tentativa de sobrevivência, o capitão donatário tivesse, de alguma maneira, empenhado alguma coisa da sua capitania, totalmente contrário ao foral, não é? Enfim, ele foi totalmente contrário àquilo que era previsto, mas ele é um homem acostumado, desde das campanhas lá na Índia, a todo tipo de aventura. Então, eu prefiro colocar a questão em aberta e ficar em dúvida, mas continuar trabalhando no sentido de investigar essa possibilidade.